Alors pourquoi à la fondation de la République populaire de Chine, on a décidé de créer ce mécanisme qui est la CCPPC? Pourquoi on n'a pas tout simplement recopié le modèle occidental? Eh bien, donc, ce système de la CCPPC a été créé donc, à la veille de la fondation de la République populaire de Chine, c'est-à-dire au mois de septembre 1949. Voyez donc, la fondation de la Chine nouvelle a été donc le résultat des décennies de lutte ardue du peuple chinois sous la direction du Parti communiste chinois pour chasser donc, les envahisseurs étrangers et pour fonder la Chine nouvelle. Et à ce moment-là, voyez, la Chine était dans un état faible et pauvre. On a devant lui donc, la tâche très primordiale de construire le pays, d'assurer donc la sécurité alimentaire et de faire vivre les Chinois dans des conditions meilleures. C'est pourquoi on doit donc rassembler la population totale et faire unir toutes les forces et consacrer tous les efforts à cette tâche primordiale. Alors, comment on peut arriver à réussir, comment on peut parvenir à réaliser donc, cet objectif? Il faut vraiment donc travailler avec tous les partis politiques. C'est pourquoi le Parti communiste chinois et les autres partis démocratiques, les personnalités donc sans parti, et les groupes sociaux, les associations populaires, ainsi que les personnalités de divers milieux ont créé ensemble donc ce système de consultation politique. Cela a pour objectif de rassembler tout le peuple et puis donc d'avoir les avis de tout le monde pour trouver une orientation juste qui va conduire la Chine au redressement. C'est pourquoi on dit que la situation de la Chine est tout à fait différente de celle des pays occidentaux. Un pays faible, pauvre, nous devons lutter pour avoir une meilleure vie. Donc d'ailleurs, c'est aussi la mission historique du Parti communiste chinois de faire enrichir le peuple chinois et de faire vivre mieux le peuple chinois. C'est Hmm. pourquoi donc, on a créé donc, ce système de consultation politique. Hmm. Alors, quel est votre avis, Monsieur Xu Tieping? Moi, je suis d'accord avec l'explication de M. Sun, mais je vais ajouter que le premier mot, c'est la rénovation. En effet, c'est qu'après la victoire contre l'agression japonaise, le pays, la Chine de l'époque, en 1945, a organisé, a tenu la première conférence de la consultation politique, y compris les partis communistes et le parti nationaliste et les partis du tiers. En effet, c'est que le résultat, c'est qu'il y a l'accord de cesser le feu, le programme commun veut construire la Chine pacifiquement. Mais quelques mois après, Chiang Kai-shek a déchiré l'accord, commencé la guerre civile. Donc c'est sur cette base-là, c'est qu'on a tenu en septembre 1949 la nouvelle conférence de la consultation politique. Donc c'est la continuité, mais avec la rénovation. C'est le premier. Et deuxièmement, quand vous dites, par exemple, je dirais, le modèle occidental, oui, c'est bien vrai que dans les premières décennies, et la deuxième décennie, c'est-à-dire après la fin de la dynastie Qing, la République de Chine de l'époque a calqué formellement sur, je dirais, le modèle parlementaire de pays occidentaux, mais ça ne marche pas. On le sait, c'est le Seigneur, la guerre civile, et suivi par l'agression japonaise. Donc là, de l'époque, en 1949, le modèle occidental ne constitue pas une inspiration très majoritaire. En effet, de l'époque, c'était surtout le modèle soviétique a montré certaines, je dirais, attractions, mais la Chine n'a pas, je dirais, calqué. On le sait, en soviétique, donc c'est le Soviet suprême qui se divise aussi je dirais, dans les deux chambres, c'est-à-dire l'un côté, se représente les républiques et le Parlement
des États, des républiques, et d'autres, c'est plutôt sur la population, plus ou moins similaire avec les modèles bichambre de l'Occident. Et la Chine ne prend pas du tout ce modèle. C'est-à-dire que si on voit, ça aboutit, le troisième mot clé, c'est le Front uni. Le Front uni, c'est, je dirais que si on voit la première conférence de consultation politique, c'est que les partis communistes représentent, parmi ces délégués, parmi ces représentants, c'est moins de 50%. Comme M. Sun, l'ambassadeur Sun avait bien indiqué, il y a les partis dits démocratiques, il y a les personnes non parties. C'est surtout, c'est que on se divise surtout par le secteur qui se tient encore, qui se déroule encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la conférence consultative se travaille essentiellement par le secteur. On le sait, par exemple, économie, financier, l'industrie, agriculture, l'éducation, sciences, etc., etc. 第13届全国人民代表大会第4次会议开幕。 Cette année marque le début du 14e plan quinquennal de développement économique et social de la Chine. Il prévoit également des objectifs à plus long terme jusqu'en 2035. Ce matin, le Premier ministre Li a mis en place une stratégie précise pour atteindre ces objectifs. L'économie chinoise a bien résisté après un début lent de 2020 en raison du coronavirus pour enregistrer une croissance globale de 2,3%. Maintenant, le pays cherche à tirer parti de cette croissance en 2021. Les principaux objectifs de développement de cette année sont les suivants. Une croissance du PIB de plus de 6%, plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains, un taux de chômage urbain d'environ 5,5%, augmentation de l'IPC d'environ 3%, des augmentations régulières tant en volume qu'en qualité des importations et des exportations, un équilibre de base de la balance internationale des paiements, une croissance régulière du revenu personnel, une nouvelle amélioration de l'environnement, une baisse d'environ 3% de la consommation d'énergie par unité de PIB, une réduction continue du rejet des principaux polluants, production céréalière de plus de 650 millions de tonnes métriques. Le Premier ministre Li a également présenté des plans de réforme dans des domaines clés de l'économie et pour dynamiser davantage les marchés. Il a déclaré que la Chine poursuivait sa démarche vers un développement de haute qualité grâce à des moteurs innovants et de nouvelles croissances. Le Premier ministre Li a ajouté que le pays ouvrirait plus de secteurs et s'engagerait davantage avec ses partenaires internationaux. Nous approfondirons la coopération économique multilatérale, bilatérale et régionale. Nous continuerons de faire respecter le régime commercial multilatéral. Nous travaillerons à l'entrée en vigueur et à la mise en œuvre rapide de l'accord de partenariat économique régional global et à la signature de l'accord global Chine-UE sur l'investissement. Nous accélérerons les négociations de libre-échange de la Chine avec le Japon et la République de Corée. La Chine envisagera activement d'adhérer à l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique. Nous encouragerons le développement de relations commerciales sino-américaines mutuellement avantageuses sur la base de l'égalité et du respect mutuel. La Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour obtenir des avantages mutuels sur la base d'une plus grande ouverture mutuelle.
Lors du plus grand rassemblement politique annuel en Chine, la session de l'APN délibérera sur un projet d'amendement à sa loi organique et à son règlement de procédure, ainsi qu'un projet de décision sur l'amélioration du système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine pour rester à jour avec la mise en œuvre intégrale du principe « un pays, deux systèmes » et du principe des patriotes gouvernant Hong Kong. Le premier ministre Li a déclaré que la Chine dissuaderait l'ingérence des forces extérieures dans les affaires de Hong Kong et de Macao et que la Chine restera attachée aux principes et politiques majeurs sur le travail lié à Taïwan. Li Keqiang a déclaré que la Chine restait déterminée à poursuivre la coexistence pacifique et le développement commun avec tous les autres pays. Bien que la Chine ait respecté l'engagement du président Xi Jinping d'éradiquer l'extrême pauvreté, le pays a encore un long chemin à parcourir pour résoudre les problèmes de ce qu'il dit être un développement déséquilibré et inadéquat. La session annuelle de l'APN envoie un signal fort que la Chine est déterminée à construire un pays socialiste moderne.